Chapitre 3, 1809, première partie. Ce fut au sein de ces délicates distractions que nous apprîmes qu'un bataillon du 6e léger, envoyé à Villafranca pour correspondre avec Astorga, après s'être battu jusqu'à la dernière cartouche, avait été en partie massacré, le reste fait prisonnier. Ces 600 hommes avaient lutté pendant 3 jours contre 6000 assaillants. En même temps, nous étions avisés qu'un corps de 8000 Espagnols partant de Vigo devait marcher sur Saint-Jacques et enlever la garnison. Le maréchal Soult, qui opérait dans les Asturies, envoya un bataillon du 76e qui était à la Corogne pour nous renforcer. Les paysans nous assuraient que ces troupes n'étaient qu'à 2 lieues de nous, et pourtant le général Mokoum envoyait chaque jour des chasseurs à cheval en reconnaissance qui rentraient sans avoir rien rencontré. Un matin, pourtant, un chasseur du 15e, parti avec un lieutenant et 6 de ses camarades, revint blessé. La patrouille était tombée dans le gros des ennemis et il en avait seul réchappé. La garnison se mit sur ses gardes et pendant plusieurs nuits, les soldats dormirent avec leurs armes pendant que de forts piquets veillaient. Enfin, le 23 mai 1808, nous reçûmes l'ordre de toucher les vivres de plus grand matin qu'à l'ordinaire. On distribua de l'eau-de-vie et le général Mokoum donna l'ordre à notre bataillon de se préparer à marcher avec 2 bataillons du 6e léger. Le dernier bataillon de ce régiment restait pour garder la place. Nous partîmes vers 10 heures du matin, les compagnies de voltigeurs à l'avant-garde. Ma compagnie, que commandait le capitaine Lemoine, marchait derrière celle du 6e léger. Mon lieutenant, M. Davenne, était très faible et marchait avec difficulté. Malade à l'hôpital depuis 2 mois, il s'était relevé quand il avait su que nous allions à l'ennemi et avait repris sa place au milieu de nos braves voltigeurs. Malgré les représentations amicales du capitaine et des sous-officiers, il ne voulut pas s'arrêter lorsque le général donna à l'avant-garde l'ordre d'engager le combat. Le gros de l'ennemi était en position à un tournant de la grande route. 2 colonnes, pouvant compter 3000 hommes chacune, étaient massées sur des coteaux assez élevés à droite et à gauche, et sur un mamelon, en face de nous, était placée l'artillerie. Les tirailleurs espagnols, bien qu'en très grand nombre, plièrent devant les voltigeurs du 6e, mais la route, pleine de sinuosités, empêchait la compagnie de manœuvrer, et nos canons ne pouvaient guère inquiéter les leurs qui nous faisaient beaucoup de mal. Pour brusquer l'affaire, le capitaine Lemoine nous fit déployer, se mit en tête de la compagnie et arriva au pas de charge. Malgré les boulets et la mitraille qui pleuvait, nous nous précipitâmes sur les pièces. Mais par le plus grand des malheurs, 10 pas avant d'arriver sur la batterie, le brave Lemoine fut tué par un Biscayen. Les réserves ennemies, voyant l'audace de ces 200 hommes, avancèrent et firent sur nous un feu tellement vif que nous eûmes bientôt le tiers de notre monde hors de combat et dûmes nous retirer dans un petit bois pour nous rallier. Je vis rapporter le lieutenant Davenne, qui était tombé de fatigue et serait devenu la proie de l'ennemi sans le courage de quelques voltigeurs qui coururent à la baïonnette sur les Espagnols qui arrivaient en hurlant et purent, en le chargeant sur leurs épaules, sauver leur lieutenant. D'autres hommes étendirent au pied d'un arbre le corps du capitaine Lemoine. Toute la compagnie était plongée dans le plus profond abattement et les voltigeurs disaient « Nous avons perdu notre père ». Le capitaine Lemoine était connu dans tout le 6e corps pour sa belle conduite à Gutstadt le 6 juin 1807. Le maréchal Ney l'avait en grande estime et l'empereur l'avait fait officier de la Légion d'honneur après Friedland. Nous ne pouvions retenir nos larmes en songeant qu'il ne nous conduirait plus au combat et que nous n'entendrions plus sa voix. Le sergent-major, vieux soldat d'Égypte, prit le commandement de la compagnie, car notre lieutenant avait été emporté en arrière et le sous-lieutenant n'était pas là. « Camarades, nous dit le sergent-major, ne perdons pas courage et ne songeons qu'à venger le capitaine. Malgré les boulets et la mitraille, nous courons sur les pièces et elles seront à nous. » Il y avait aussi à la compagnie un sergent nommé Lagier, qui était depuis 22 ans au 69e et avait fait toutes les campagnes avec le capitaine Lemoine. Resté en arrière avec quelques hommes, il accourut en apprenant la mort du chef qu'il aimait. En proie à un désespoir profond, il s'agenouilla devant le cadavre qu'il contempla et salua militairement. Puis il prit la croix du capitaine, sachant que l'honneur français exige que ce prix de la valeur ne soit pas abandonné au hasard des combats en présence d'ennemis aussi sauvages que les Espagnols. Quelques instants après, frappé d'une balle qui lui brisa les 2 cuisses, il expirait à son tour. Pendant ce temps, pressé par les circonstances, le général Mokoum avait peu à peu été amené à déployer ses 3 bataillons en tirailleurs, de sorte qu'il ne nous restait plus de réserve. Il y avait 7 heures que nous soutenions sans être ébranlés le feu d'un ennemi 6 fois supérieur. Le général venait d'être blessé, et il était bien difficile d'opposer une plus longue résistance car nous étions très affaiblis par nos pertes, et sur nos flancs s'avançaient 2 colonnes qui menaçaient de nous cerner.
Nous commençâmes donc la retraite en bon ordre, profitant de toutes les positions avantageuses pour attendre l'ennemi et lui servir des feux de mousqueterie et d'artillerie qui le rendaient timide. Le terrain fut défendu pied à pied jusqu'à la ville, et nos bagages et nos ambulances eurent le temps de filer sur la route de la Corogne, où était notre quartier général. Il était presque nuit lorsque nous arrivâmes à Saint-Jacques. Notre bataillon, qui formait l'arrière-garde, fut relevé par celui du 76e. Nous traversâmes la ville par sections, et quoique l'ennemi ne fût pas encore arrivé, dans toutes les rues, les habitants qui étaient si bien avec nous le matin même, nous fusillaient au passage par les croisées et par les soupiraux des caves. La compagnie de voltigeurs du 76e eut 30 hommes hors de combat en moins d'une demi-heure. Je manquais d'être brûlé par la poudrière qui était à l'entrée de la ville et à laquelle on mettait le feu au moment où nous entrions. 3 soldats furent grillés, et le lendemain, je vis ces malheureux marchant nus par une chaleur excessive, n'ayant qu'une chemise sur le corps qui était couvert de cloques et aussi noir que celui d'un noir. Nous prîmes position près d'une petite rivière, à 2 lieues en arrière de la ville pour y attendre l'ennemi et résister jusqu'à ce qu'on nous envoyât des renforts. La chaleur avait été brûlante dans la journée, mais la nuit fut si froide que des glaçons pendaient le matin à nos moustaches. Il en est ainsi dans cette partie de l'Espagne. De 9h du matin à 8h du soir, à peine peut-on supporter la chaleur, et jusqu'au lendemain matin, le froid est vif. Nous comptions sur une visite matinale de messieurs les pouilleux d'Espagnols, mais comptant sans doute de leur succès de la veille, ils firent sonner les cloches toute la journée et nous laissèrent bien tranquilles. Au matin, au rapport fait par le commandant du Toya avec le sergent-major, il fut reconnu que nous avions perdu 5 officiers et 126 hommes, dont 21 restaient morts sur le champ de bataille. Le grenadier Guyoto, né comme moi au Risset, avait été blessé d'une balle dans l'épaule. Nous voulions l'emporter, mais sa blessure le gênait tellement que je le fis placer dans une maison où je comptais qu'il serait bien. Les ignobles soldats espagnols lui firent les 1000 horreurs, lui arrachant les moustaches et les cheveux, le frappant à coups de crosse, de sorte qu'il mourut bien plus tôt des suites de ce traitement barbare que de sa blessure. Nous ne reçûmes de secours que lorsque le maréchal Ney revint des Asturies. Pendant cette expédition, 2 autres bataillons du régiment, avec un bataillon du 76e, se trouvèrent bloqués à Lugo par 12 000 Espagnols. Le général de cavalerie Fournier-Sarlovès commandait cette place entourée de vieux remparts tombant en ruine. Les Espagnols cernèrent la ville hors de portée des balles, et envoyèrent au général un parlementaire exigeant que la place soit remise en leur pouvoir le jour même, sinon ils monteraient à l'assaut, et alors plus de quartier. On ne daigna pas, bien entendu, répondre à une aussi ridicule fanfaronnade. Cependant, la situation n'était pas bonne, car il n'y avait guère que 15 à 1600 braves pour défendre une enceinte ouverte par à peu près 40 brèches impossibles à réparer. Le général Fourier convoqua alors les principaux officiers et, en leur présence, remit le commandement au colonel Frérion en lui disant « Colonel, vous êtes plus à même que moi de défendre la ville, car je suis officier de cavalerie et ne m'y connais pas. Ordonnez ce qui est nécessaire d'être fait, je vous seconderai de tous mes moyens, je prends tout à mon compte. » On arma tout ce qui était français. Convalescents, domestiques, soldats du train, chacun eut son poste assigné sur le rempart et se mit à réparer les brèches qui étaient devant soi, de sorte qu'à minuit, la ville était en état de défense, contre des Espagnols, s'entend. La garnison ne disposait que de 4 pièces d'artillerie légère et de 60 cartouches par homme, mais les soldats défirent les balles, les coupèrent en 8 afin que chaque coup de fusil portât. L'enthousiasme était général, et chaque soldat répétait que la garnison de Lugo ne capitulerait pas. « Moi, disait l'un, je me charge s'ils viennent ici pour monter à l'assaut, dans l'art des 6 pour ma part. À chaque coup de fusil, disait un autre, j'en abats 2 ou 3. On brûla des maisons qui pouvaient favoriser l'ennemi en dehors des remparts. On coucha sur les murailles, et on ne dormit que d'un œil. Ce qui inquiétait le plus le colonel Frérion, c'est qu'il craignait de manquer de vivres. D'ailleurs, les Espagnols qu'on se proposait de si bien recevoir ne bougèrent pas et se contentèrent d'envoyer tellement de parlementaires que le colonel, fatigué de ces menaces absurdes, répondit au général espagnol que le premier parlementaire qui viendra sera pendu et que, comme Rodrigue, qui ne craint point la mort ne craint pas les menaces. Le 3e jour, au lever de l'aurore, le camp espagnol était levé. Instruits de l'approche de l'armée du maréchal Soult, qui rentrait de Portugal par Ourense, les Espagnols s'étaient retirés dans les montagnes, leur refuge habituel. En rentrant de son expédition, le maréchal Ney félicita la garnison et le général Fournier. Mais cet officier général, aussi modeste que courageux, lui dit « Monseigneur, c'est au zèle et au dévouement du colonel Frérion et de ses braves soldats que vous devez la conservation de Lugo. » Le duc d'Eschlingen réunit les 2 divisions et renvoya le régiment à Saint-Jacques-de-Compostelle où les Espagnols n'étaient restés que 2 jours.
À notre approche, la plupart des bourgeois se sauvèrent, car ils craignaient de justes représailles en raison de leur lâche conduite au moment du dernier combat, mais nos soldats ne commirent aucun dommage. Les jeunes beautés qui avaient embelli notre séjour étaient partis, et nous ne les revîmes plus. Nous retrouvâmes, à notre grand étonnement, quelques blessés qui n'avaient pu être emmenés, et que nous croyions bien avoir été massacrés. De ce nombre était un officier, le capitaine Collin du 6e léger, que nous avions laissé dangereusement blessé et que les médecins n'espéraient pas guérir. Je dois vous raconter l'aventure extraordinaire qui arriva à cet officier. Lorsque les secours de l'art, et surtout sa jeunesse et sa vigueur, l'eurent tiré du sommeil léthargique où il avait été plongé pendant plusieurs jours, il commença à faire 1000 questions sur le lieu où il se trouvait, sa blessure, en un mot, sur tous les sujets qui intéressaient si vivement l'homme qui se sent revivre. La religieuse chargée de le soigner lui répondit avec autant de modestie que si elle n'avait pas contribué essentiellement à sa guérison, et autant d'exactitude que si elle ne l'avait pas quitté un seul instant. Il voulut voir celle qui lui donnait avec tant de complaisance les détails qu'il demandait avec tant d'avidité. Il entr'ouvre les rideaux. Quelle est sa surprise en apercevant à côté de son lit une personne charmante qui ne paraissait pas avoir plus de 18 ans. Des yeux où se lisaient la bonté et la candeur, un regard timide et caressant, en un mot, une de ces physionomies tendres, spirituelles et mélancoliques qui ont un attrait plus puissant que la beauté. Joignez-y une taille souple et admirable, un maintien noble, des grâces toutes naturelles et rendues plus piquantes par la nécessité de les cacher sous un habit qui irritait les désirs. Monsieur Collin, étonné de trouver un être aussi charmant dans l'asile de la douleur, le fut bien plus encore quand il sut que cette religieuse, qui s'appelait Adelina, avait été sa seule garde pendant qu'il avait perdu connaissance, qu'elle avait passé ses journées à le servir, ses nuits à le veiller, avec une patience et un courage admirables. En un mot, il lui devait la vie. Né avec un de ces tempéraments de feu qui rendent les hommes si aimables même en temps si malheureux, le capitaine Collin n'envisageait la reconnaissance que comme un dévouement, et tous ses sentiments se transformaient en passion. Il crut qu'il ne témoignerait jamais assez de reconnaissance à celle qui lui avait témoigné tant de dévouement. Il n'osait plus accepter ses services, voulant déjà commencer, disait-il, à s'acquitter des dettes immenses qu'il avait contractées. Il ne pouvait souffrir qu'elle le veillât, et exigea qu'elle allât prendre du repos, mais bientôt il n'en fut plus pour lui. Une passion violente s'empara de son cœur, et malgré tous ses efforts, il fut impuissant à la dissimuler. Il s'en aperçut un jour à la réserve subite d'Adelina, et craignant de tout perdre, osa se déclarer. Adelina repoussa son amour, mais au prix de quelle souffrance cachée. Quand le service m'en laissait le temps, j'allais souvent visiter le capitaine Collin, et j'étais témoin des soins que lui prodiguait celle qu'il aimait. Quelquefois elle pansait la plaie, et j'y voyais tomber quelques larmes qu'elle s'efforçait en vain de retenir et de cacher. Quant au capitaine, il ne lui parlait pas, mais ses regards étaient brûlants, et son silence passionné. Adelina était soutenue par une piété réelle, le souvenir de ses vœux, mais ce qui devait arriver arriva. Elle céda, mais le jour qui fut pour son amant le comble de la félicité, fut pour elle le comble du désespoir. Les préjugés religieux, les plus tyranniques de tous, jetèrent l'épouvante dans sa conscience et livrèrent cette âme douce et timide à la mortelle activité des remords. Elle ne put résister à une affliction aussi aiguë. Tant de troubles, de combats d'amour, de regrets, de désirs, de nuits de veille passées auprès de son amant ruinèrent une constitution déjà faible. Une fièvre violente s'empara d'elle et la conduisit rapidement au tombeau. Le désespoir du capitaine Collin fut effrayant. Après un accès terrible, il tomba dans une sorte de prostration, ne dormant plus, mangeant à peine et regardant toujours fixement un point de la chambre où il était couché. Un jour que nous lui reprochions amicalement son indifférence pour nos soins, il nous dit « Mes amis, je vous suis reconnaissant des consolations que votre amitié me prodigue, mais elles sont inutiles, car Adelina est revenue. Elle m'a annoncé que je ne tarderais pas à la rejoindre, et même en ce moment, elle est là, et vous avez interrompu l'entretien que j'avais avec elle. » En même temps, il désignait de la main un fauteuil vide placé dans un coin de la chambre. Je dois avouer que, bien que nous fussions affranchis depuis longtemps des ténèbres de la superstition, ces paroles nous glacèrent d'effroi, et malgré nous, tous nos regards se portèrent vers le fauteuil. Collin ne s'occupait d'ailleurs plus de nous, et les yeux fixés vers l'apparition invisible pour nous autres, semblait continuer une conversation surnaturelle.